c'était un matin, donc on est porte de Saint-Cloud. Il est 7h30, un peu comme ça, 8h moins le quart, très tôt. Je suis en train de jouer au flipper, j'ai un café, il n'y a personne dans le café. Il n'y a que moi et le barman. Et puis d'un seul coup, en train de jouer, c'est comme si quelqu'un me frappait sur l'épaule gauche. Donc je me retourne, mais il n'y a personne. Tiens, c'est bizarre. Je recommence à jouer 3 fois. Je tape sur l'épaule. Et là, je ne sais pas. Vraiment, même aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je laisse mon café, ma partie gratuite que je viens de gagner. Je sors, en face, il y a une église moche, mais vraiment très très moche. J'entends de la musique. Je rentre dans l'église, elle est très sombre cette église. La moyenne d'âge, c'est entre 70 et 95 ans. J'ai un blouson que je me suis fait faire avec un tigre dans le dos. J'ai un pantalon en léopard avec des plateformes boots. Les gens, quand ils me voient y arriver, les petits papis, les petites mamies, là, ils sont un peu étonnés. Je vais vivre la messe, je chante, je suis heureux. Je vais rentrer dans cette messe et puis j'en sortirai jamais. Sans me parler, il m'a fait signe qu'il fallait que je change. Je change de quoi? De vie, hein. Raymond a vécu 1000 vies, connu 1000 aventures. Une enfance en banlieue parisienne bouleversée par la mort de ses parents. La lumière des projecteurs avec Trust, groupe phare des années 80. Le virage inattendu de la foi, à l'âge de 40 ans. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et désormais le monde pénitentiaire, avec ses activités d'aumônier catholique auprès des détenus. Nous, les aumôniers, on a légalement une grande liberté d'action. Nous, on a les clés des cellules et on a le droit de visiter. On est les seuls à visiter les détenus dans leurs cellules. Comme chaque lundi, Raymond se rend au centre pénitentiaire de Toulon, exercer son activité d'aumônier catholique. En prison, Raymond partage du temps avec les détenus, les écoute et les accompagne dans leur foi. Les types, ils ont un rapport assez franc avec nous. Et nous, on ne pose jamais de questions. Et on ne fait pas de prosélytisme. Donc, si le détenu veut nous voir, c'est lui, il nous le demande. Et tant qu'il ne nous l'a pas demandé, on fait comme s'il n'existait pas. Quel que soit le délit, chaque détenu a le droit de demander la visite d'un aumônier. Les aumôniers catholiques sont présents dans toutes les prisons françaises et sont en grande majorité laïques. L'aumônier, c'est une figure tiers dans la détention. La communication entre les échanges qui ont lieu entre les aumôniers et les personnes détenues sont protégés par le secret. La correspondance se fait sous pli fermé, comme avec l'avocat. Donc il y a le droit, protège le périmètre d'intervention de l'aumônier et le rend très précieux à la personne détenue parce que justement, comme c'est une figure tiers, c'est pas une figure qui appartient à l'administration pénitentiaire et donc ça crée un espace de confiance, comme il en existe finalement assez peu dans l'espace carcéral. Être aumônier est une activité bénévole qui demande un grand investissement. Aujourd'hui, Raymond se rend chez un couple qu'il connaît bien et qui a selon lui le profil parfait pour être de futurs aumôniers. Il faut des gens qui ont l'expérience de parler, de communiquer, d'écouter, qui ont un certain fond, bien sûr, catholique. Quelqu'un qui serait ultra sensible ou un peu timide, non, ça ne ferait pas. Je sais qu'ils sont exactement ce dont on a besoin pour qu'ils soient des aumôniers de la prison. Après une carrière comme éducatrice en milieu scolaire et comme officier de marine, Nathalie et Charles sont à la retraite et hésitent encore à franchir le pas. Lorsque tu nous as proposé de rentrer dans l'aumônerie des prisons,
C'est comme si les portes allaient s'ouvrir aussi pour moi et que j'allais découvrir un petit peu ce monde mystérieux et ce monde dans lequel je donnerais de mon temps, je serais dans le don, tout simplement dans le don. Rentrer dans une prison, hein, c'est pas rentrer dans une église où c'est endosser un habit qui est très particulier. Il y a de l'appréhension parce que il y a toutes ces clés, toutes ces grilles, et puis il y a aussi le fait que les personnes de l'aumônerie sont les seules à rentrer dans les cellules. C'est quand même pas rien. Ils commencent par te parler de quoi? C'est toi qui aborde la conversation, c'est eux qui t'interpellent. Tu as des détenus qui ont demandé à te voir, ils vont pas te dire un mot. Ils sont bloqués. Ou alors ils vont te raconter tout et n'importe quoi, et toi tu es là pour dire moi je suis là, mais c'est le bon Dieu qui m'envoie. Si tu veux, on peut parler de Dieu, on peut parler de la Vierge Marie. De quoi as-tu besoin? Il n'y en a pas un pareil. Du coup, ça m'amène cette question, est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Si ils ont fait quelque chose de grave comme tuer, est-ce que ça a une influence dans ton approche avec eux? Non. Notre démarche à nous, c'est d'être le plus clair possible avec eux. On n'est pas là pour les juger. Maintenant, quand tu es avec un détenu qui te raconte des choses plus ou moins difficiles à entendre, hein, assassinat, pédophilie, tout ce que tu veux, il y a tout. Tu penses parfois à leurs victimes, mais en face de toi, tu as la personne, c'est la victime, elle appartient plus à Dieu qu'à toi. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi on a dit oui à toi, d'abord à toi Raymond? C'est parce que ta foi est incroyable. Moi, je suis rentrée dans la marmite des cathos quand j'étais petite. Toi, c'est une découverte au fur et à mesure de ta vie. Et le fait que tu dises, c'est avec Dieu, pour Dieu, que je rentre dans les prisons, moi, j'ai envie de te suivre, quoi. Raymond, c'est un personnage qui est connu, reconnu dans la prison, qui est connu de tout le monde. Raymond, c'est... Quand il arrive, tout le monde sait Raymond, il est là. Ça se dit à l'entrée de la prison, jusqu'à ça y est, il est là, il est en bas, il va monter vous voir. Il ne fait pas de différence avec des croyants, non-croyants, il parle avec tout le monde. Je veux dire, c'est pas seulement un catho, c'est un homme qui est ouvert sur le monde. Si Raymond ressent de l'empathie pour les détenus qui l'accompagnent, c'est qu'il a côtoyé de près le monde de la délinquance lors d'une enfance livrée à lui-même, marquée par le décès de ses deux parents. Moi, je suis né en 52. Donc, on est à Argenteuil, grande maison. Nous, on était riches. Autour, c'est des terrains vagues, occupés. C'est l'époque où l'abbé Pierre dit au secours, il y en a qui meurent. C'est la grande misère, quand même. Ma mère, quand j'ai 4-5 ans, tombe malade. C'est le début du cancer, donc il la traite bien, pas bien. Total, au bout de 7 ans, 6 ans, en 63, elle rentre à la maison mi-août. Je suis avec elle, il fait beau. On a un grand jardin, nous, dans cette belle maison. Et puis, elle n'arrête pas de crier parce qu'elle souffre. Je sors, je vais prendre un peu le frais dans le jardin. Je pense j'y reste 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, j'en sais rien. Quand je remonte, il y a mon père, ma sœur, mes deux frères, les voisins qui sont là. Et puis, la seule chose que je vois, c'est qu'elle est allongée. Le lit est refait. Et puis, ils lui ont mis une espèce de torchon autour de la tête. C'est pour lui tenir la tête. Elle est morte. Je ne sais pas qu'elle est morte. C'est la première fois que je vais voir quelqu'un de mort. Donc, je suis en colère. Je dis, mais quel est con qui a fait ça? Je vais pour enlever. Je lui touche la joue. Puis là, c'est froid. J'ai 11 ans. Ok? Assez vite, tu comprends que c'est fini. Voilà, c'est fini. Tu parleras plus, tu n'auras plus de câlins, c'est fini, c'est fini. Je vais dans le jardin et ce qui me fait rire, c'est que je me tourne vers le ciel. Toi, quand je t'attrape, je vais te défoncer. Tu vois, et pendant des années, mon rapport avec lui, ça va être très, très compliqué, très compliqué. L'été d'après, mon père, qui est complètement défait, il m'envoie en colonie de vacances parce qu'il ne veut pas que je reste dans le coin tout seul.
Et pendant ce mois de vacances, le directeur m'appelle, rentre, ferme la porte, assis-toi, ton père est mort. Voilà, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Hein. C'est facile à écouter, c'est difficile à entendre. Donc je me lève, il me dit, tu vas où? Je dis, je prends mes affaires, je vais aller à l'enterrement. Ah non, ils ne m'ont pas laissé partir. Pourquoi? Parce que dès ce moment-là, c'est fini la maison, c'est fini ma sœur et mes frères. Je suis à la DAS, et à cette époque-là, ils séparent les fratries. Ma sœur a 9 ans de plus que moi. Bon, j'en ai 11 et des poussières, elle en a 20, il lui donne une majorité avancée. Mon frère qui a 17 ans et avoir 18 ans, c'est pareil, je vais avoir du mal à les revoir. Hein. Et mon frère Georges, qui est le cadet, lui a 3 ans de plus que moi, alors lui je le reverrai 13-14 ans plus tard. Ça me maintient dans une espèce de petite nervosité vis-à-vis de « il faut bien que j'attrape quelqu'un ». C'est à lui que je pense. OK ? À partir de ce jour, Raymond se retrouve seul et poursuit sa scolarité dans un internat de Saint-Germain-en-Laye. Il fréquente alors de moins en moins les salles de classe, davantage attiré par la vie nocturne et les sorties à la capitale. Quand j'étais jeune, on montait à Paris juste pour regarder dans la vitrine les guitares. On n'osait même pas rentrer. Mais c'était le rêve, quoi. C'était le rêve. En 1967, âgé de 15 ans, Raymond fait partie des rares spectateurs à découvrir Jimi Hendrix sur la scène d'un petit bar de Colombes. C'est pour lui une révélation et le début d'une passion pour la musique. Je n'ai qu'une idée, c'est d'être le prochain guitariste comme lui. C'est une idée, parce qu'assez rapidement, je vois que non, j'y arriverai pas. Dans le cadre de ses activités à la prison, Raymond recherche aujourd'hui des instruments pour permettre à ses détenus de monter un groupe de rock. Ce qu'il me faut, c'est 2 guitares, une basse, un clavier, une batterie, des amplis, des micros, et que ça rentre dans mon budget. J'ai reçu des nouvelles de l'administration de la prison, parce que je leur avais demandé de pouvoir créer un département musique électrique. J'ai des détenus qui sont venus plusieurs fois me dire « Mais Raymond, nous on aimerait bien monter un groupe, est-ce que tu pourrais nous aider à aller voir la direction, etc. » Et c'est oui. Lundi, je pense qu'il y en a plus d'un qui va faire la fête là. Ça va être top. Juste la batterie, tu vas être dans les 1003. Le total là. Alors là, total, là, tout ce que tu as, tu es dans les 2002-2003. Alors là, ça sort un peu du cadre. Hein. L'aumônier, il vient pour parler de Dieu, pour les accompagner vers Dieu. Mais la musique, ça en fait partie. Hein. Et puis, j'ai hâte de voir, parce que leur idée, c'est de pouvoir répéter et de faire un concert ou des concerts pour les détenus. Donc voilà, c'est un challenge pour eux. Tout va dans le bon sens, quoi. Alors âgé de 24 ans, Raymond va se retrouver au cœur de la fondation du groupe Trust, la plus grande aventure du rock français. Tout commence par sa rencontre avec Bernie Bonvoisin, alors que Raymond officie derrière les platines de la boîte de nuit qui occupe le sous-sol de l'Olympia. Il y a un gamin, très jeune, mignon, qui est là, au lieu d'aller danser, lui, il ne fait que nous regarder. Il est à ma droite, là. Okay, nous, on est sur un plot un peu surélevé. Puis à un moment, t'as pas d'allumette, t'as plus de clope. Tiens, au fait, tu veux pas nous rendre service, petit, tu vas au bar, tu dis que c'est pour nous, ramène-nous un paquet de clopes. Et il y va, il est gentil. Petit à petit, on va commencer à se parler. Et comme moi, je suis de Colombes, il est de Nanterre, on se voit souvent. Il m'emmène une fois chez ses parents. Et je lui dis, tu vas où en vacances? Il me dit, bah ouais, je vais avec mes parents, on va en camping. Je dis, ah non, camping, non. Ça te dit d'aller aux États-Unis? Oh. Et pendant un mois, c'est la folie. Nos potes américains nous ont laissé un appartement à Brooklyn. On a l'habitude d'aller dans un resto qui s'appelle le Maxis Kansas City. C'est un resto hyper grand où il y a une scène où les mecs ils jouent et tout, et nous on voit des concerts, on s'éclate.
On était venus pour rester une semaine, on y est resté un mois. 2-3 jours avant de partir, c'est mon petit frère, Bernard. Il me regarde et il me fait, tu sais, Ray, je repars pas. Ici, je peux trouver du boulot. Je lui dis non. Attends, déjà, j'ai dit à ton père que je te ramenais. Et ça, c'est des grosses conneries. Crois-moi, j'ai de l'expérience. Tu vas être comme un chacal ici. Mais il insiste. La seule façon que j'ai de lui faire comprendre qu'il faut qu'on rentre, c'est de lui dire, tu joues un peu de batterie, tu voulais jouer de batterie dans mon groupe, parce que j'ai un groupe qui s'appelle Taxi. Je lui dis, je te promets que je te fais rentrer dans le groupe. Je l'amène parce qu'on a une répé avec mon groupe. Il essaye, puis mes potes me regardent en me disant ça va pas le faire là, ton mec là, c'est un nul quoi, tu vois. Et puis c'est vrai, il est nul à la batterie. Donc je lui dis non, ça va pas le faire et tout ça, et il a les larmes aux yeux. Et je lui dis écoute, arrête. Moi je l'aime beaucoup, hein, c'est mon petit frère. J'ai dit c'est des cons. On va refaire un groupe. J'ai un de mes frangins. Il s'appelle Bruno, il rentre du Club Med et il me dit oh, Raymond, là-bas j'étais avec il y avait un groupe des musicos, des jeunes et tout de Paris, il y en a un guitareux, j'ai besoin d'un guitariste. On est en 1976, je termine mes études et je veux être musicien. Et ma toute première expérience professionnelle se fait au Club Méditerranée au Maroc. Et je rencontre cette personne, Bruno Rocrosio, au Maroc, qui lui est vacancier. Et moi, je fais partie de l'orchestre du club. Et donc, je sympathise avec Bruno Rocrosio et sa femme, bien sûr. Et je leur dis, voilà, moi, le Club Med, la variété, tout ça, c'est une bonne école, très bonne école même. Mais je veux faire un groupe de rock. Donc, quand je rentre à Paris, si vous connaissez un groupe de rock qui cherche un guitariste, ça m'intéresse. On répète avec Nono, c'est le son, le riff, le gimmick. Tout de suite, je sais que vraiment, c'est un bon. À partir du moment où on tape dans la main, super, on fait le groupe, ok, ça s'appelle Trust et tout. Là, Raymond, tout de suite, il est extrême, il est au petit soin pour moi. Assez rapidement, Jeannot, ça va être le batteur. Moi, je joue de la basse. Comme Bernard, il peut être ni batteur, ni guitariste, ni machin, il me dit, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, Bernie, moi, je t'ai déjà écouté chanter, tu chantes. Donc, on commence à répéter et ça match. Et ce qui est surtout rigolo, c'est que quand on joue dans les clubs, c'est qu'on a tous un look un peu différent. Bernie, il a un look punk. Moi, j'ai un look un peu cow-boy avec une veste à franges, des Santiago. Et Raymond, lui, il est très classe toujours. Toujours costume rouge sur scène. Ça perturbe un peu les gens. 45 ans après ses débuts avec Trust, Raymond reste toujours à l'affût des jeunes groupes de sa région. Quelle belle rencontre. Qui j'embrasse en premier Aujourd'hui, il se déplace rencontrer le groupe The View Inside pour leur proposer de donner un concert devant les détenus de la prison. Je me sens heureux parce qu'il n'y a pas de hasard avec le bon Dieu et je sais que ça, c'est une belle rencontre pour moi. Donc, j'aimerais beaucoup les aider. Quand tu commences, que tu n'as pas un rond, tu fais tout toi-même. Tu n'arrêtes jamais de trimballer du matos. Trust, ça a commencé comme ça. On n'avait rien. On avait un copain, il avait une boutique de guitare, d'ampli, etc. On allait le voir, on lui disait hey André, on a un concert à faire, prenez. Et nous, on le pillait, on était trop contents, quoi. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aident au tout début parce que t'as pas les moyens, t'as rien. J'ai dit à Christophe, j'ai un petit projet de vous faire passer à la prison où je suis. Okay, mais avec un cachet. Donc, on va discuter du cachet, c'est pas 1,5 milliard, hein, mais il y aura cachet. Ça existe. Raymond voyait toujours les choses en grand. Il disait, tu vas voir, on va y arriver, on va être un super groupe, on va cartonner. Je te vois avec un mur d'ampli derrière toi. Il nous voyait un peu, je vais dire ça bêtement, mais un peu à l'américaine, quoi. Tout en grand, tout en gros. C'était un peu le moteur. Non, un de chez... Oui, parce que c'est un poète. En 1977, Trust réussit à signer un contrat avec Pathé Marconi pour réaliser son premier 45 tours. On se retrouve catapulté là dans le rêve total, parce que c'est notre rêve, de faire de la musique, de faire des disques et de faire des concerts. Et donc déjà là, on franchit une sacrée étape.
Ça, c'est un collector 77 chez Pathé. 120 €. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Alors, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, le groupe, il est là et moi, je suis à côté, déjà. Ok. Si vous regardez bien, j'ai une croix là. Alors qu'à cette époque-là, c'est saignant, moi et le bon Dieu. On s'aperçoit que chez Pathé Marconi, il y a un groupe qui cartonne en ce moment qui s'appelle Téléphone. Ben nous, notre 45 tours, on le termine, il est mixé, paf, mais ni son ni lumière, nulle part, il ne se passe rien, donc on va voir Pathé Marconi, qu'est-ce que vous faites? On s'aperçoit que notre 45 tours, ils l'ont mis dans un tiroir, parce qu'ils s'occupent de téléphone, et nous, ça ne nous plaît pas du tout. Bon, là, ils se foutent de notre gueule, on débarque à Pathé, on rentre dans le bureau du directeur, je vais un peu le secouer, parce que je suis un peu agressif, il va nous rendre le contrat en le déchirant, en disant, bon, ok, on s'en fout. Et puis, 15 jours après, on commence les pourparlers avec CBS, qui veut absolument nous signer. Et donc, Alain Lévy flash sur le groupe aussi, donc on se retrouve avec un super contrat CBS, et on nous envoie directement à Londres, faire notre premier album. C'est magnifique. Le rêve se réalise, vraiment, là. Comme tout ado et jeune fougueux, on est pieds au plancher, on joue. L'album, on fait l'album en une semaine. Ça, c'est le premier album 79. Ça, c'est Trost. Voilà. Jeannot, Nono, Bernie et puis moi. On fait des choses, on n'en a pas grand-chose à foutre. On ne sait pas qu'on va en vendre déjà à 150 000. Ce qu'il faut filmer, c'est Raymond avec les filles. Raymond, il est toujours avec les filles. Ouais. Cet album-là, c'est pas mal. Quand je pense au groupe et au parcours du groupe, on a un parcours assez conséquent, c'est 45 ans de carrière. Je suis pas nostalgique, mais moi, mes moments préférés dans le groupe, franchement, en toute sincérité, c'est les premières années. Ça, c'est gravé à vie. Des anecdotes, on en a des tonnes. C'est là que se sont passées les choses les plus magiques pour moi. Parce qu'on est jeune, parce que c'est nouveau, parce qu'on est en pleine réalisation de nos rêves. Et hop, on rentre en France et c'est là qu'on décide de prendre la route parce qu'il faut défendre cet album. Premier concert à Roubaix, on joue dans une salle de, je sais plus, 1500 personnes. Et à ce moment-là, c'est important ce que je vais raconter parce qu'à ce moment-là, au milieu du set, Raymond casse une corde. Il avait une basse Guild, je me souviens très bien de cette basse, et il casse une corde et il quitte la scène et il va dans la loge. On fait un concert qui n'est même pas annoncé, CBS a foiré l'envoi des affiches, etc. Il y a 5 mecs dans la salle, 5. J'ai même pas envie de jouer. Au bout de 3 minutes, je sors de scène, okay, parce que ma basse s'est désaccordée, je vais même péter une corde. Je suis incapable de remettre une corde. Bernie, Jeannot à la batterie et moi, on continue le répertoire, sauf que Raymond, il revient jamais. On termine le concert, et puis hop, on a nos 6 copains qui applaudissent, et puis on voit Raymond, qu'est-ce qui se passe? Raymond, c'est là qu'il nous annonce qu'il ne veut pas continuer. Je sais pas, il sent que c'est pas pour lui d'être sur scène, d'être bassiste, et donc on lui dit, ah, on est assez surpris, moi je suis surpris, je dis, ah bon, t'es sûr? Ouais, je suis sûr, non, je vais m'occuper de vous. Moi, être sur scène, refaire les choses et refaire. Le studio, c'est toujours ça, c'est refaire. Je peux pas, je veux pas, ok? Moi, je m'occupe du management, de l'édition, des tournées, de tout le reste. Et ça c'est mon truc à moi. Aujourd'hui, loin des nuits blanches et des groupies, Raymond met sa longue expérience de manager et d'organisateur d'événements
au service du diocèse de Toulon. Là, tu prends la porte là qu'elle a, la grille, parce que c'est complet ici, tu vas te garer sur l'autre place en dessous. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit à la hauteur. En réalité, c'est Jésus qui les invite. Hein. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on s'aime. C'est vrai? Voilà. Tu l'aimes vraiment? Eh oui. Pour la journée des fiancés, des jeunes sur la voie du mariage sont réunis autour de la thématique du couple au sein de l'Église catholique. Il y a 20 ans, Raymond aussi s'engageait dans le mariage, tournant le dos à une vie sentimentale plus mouvementée. Quand tu es dans la musique, tu attires la lumière, mais tu attires tout le monde. Bon, non, ça n'a jamais été un problème pour moi. Sauf que maintenant je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, c'est tout le bonheur de ma vie. Et je sais que cette femme, je l'ai reçue de Dieu. Tu vois, c'est pas un hasard. J'en ai connu tellement des jeunes femmes que elle, c'est ma femme. On a des enfants, on a une vraie famille. Ça, personne ne peut me l'enlever. Notre rencontre avec Raymond s'est faite dans le cadre d'un forum de préparation au GMJ. Je devais l'interviewer pour qu'il parle de sa conversion. Tout nous opposait dans le sens où déjà on n'a pas du tout le même âge, on a 24 ans d'écart. On n'est pas du tout du même milieu. Moi je suis d'une famille catholique, plutôt bourgeoise. Et donc le terme ne serait-ce que de conversion, c'est pas tellement quelque chose qu'on vit dans notre famille parce qu'on baigne dans la foi depuis tout petit et en gros il n'y a pas grand monde qui la rejette, la garde en tout cas, et on la vit d'ailleurs. Après son mode de vie aussi n'avait rien à voir avec le mien. Moi, lui à 45 ans n'avait pas fait d'études, n'avait pas vraiment un métier. Puis surtout il parlait toujours de « je ne travaille pas, je fais ce qui me plaît ». Bienvenue. Quand il ne s'occupe pas des détenus, Raymond s'investit dans les Chevaliers de Colomb, une confrérie importée des États-Unis au service de l'Église. Régulièrement, ils viennent en aide aux sœurs pauvres de Jésus-Christ dans l'entretien de leur maison. Les sœurs que nous aidons, c'est un ordre mendiant. Elles n'ont rien. Quand on a trouvé ça, c'était des broussailles partout. Donc on vient pour leur permettre de planter quelques légumes. Ce qui pousse Raymond à agir, je pense que c'est vraiment cet instinct de survie qu'il a développé depuis toujours. Une espèce de niaque qui est toujours là. Une force de conviction aussi qui aplanit tout. Son histoire lui a fait se faire une carapace. Entre la mort de ses parents très jeunes, cette vie tout seul à la DAS, devoir se débrouiller tout seul dans la vie, ça lui a vraiment forgé cette carapace. C'est clair que nous, on n'a pas un seul album de Trust à la maison. Il a connu cette période faste, cette période de célébrité, où les gens ne voyaient que ça en lui. Et en fait, c'est quelque chose qui est derrière, quoi. De fait, il s'est passé beaucoup d'années depuis, et ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il a construit depuis. Voilà. Ça vous plaît? Oui, c'est très bien. Bon. Merci beaucoup. Dès que tu vas le préparer, on viendra le goûter, nous. On amènera la viande. Ce matin, Raymond a rendez-vous avec les fondateurs du festival Sacrée Musique, qui ont comme ambition de faire rayonner la musique sacrée à un large public. S'ils ont contacté Raymond, c'est pour lui demander de l'aide pour programmer un concert de gospel à la prison de Toulon. Dans la vision du festival Sacrée Musique, il y a cette idée de populariser la musique sacrée. On ne veut pas être un festival élitiste pour les gens qui connaissent déjà. Qui est-ce qu'on veut toucher, puisqu'on parle de populariser la musique sacrée? Qui est-ce qu'on veut toucher qui ne peut vraiment pas venir? Le public qui est en prison. Alors on s'est dit, on va aller là-bas, comme nous invite le pape François, à nous de sortir des murs, d'aller vers les périphéries, et puis de partager ce moment avec ceux qui sont enfermés, avec ceux qui ne peuvent pas participer normalement. Et je pense que du coup, de cette idée, ça va sortir un grand instant, un gros moment d'émotion et de joie partagée. On y croit à fond. On va le faire. Et je ne dis pas on va essayer, on va le faire. Il faut qu'on le fasse parce que l'idée est bonne, elle est généreuse, elle est ce qu'on partage et ce qu'on veut partager. Par contre, sur les 800 et quelques prisonniers,
on n'aura accès qu'à 40, 50, 60, 70 au maximum. Ce n'est pas tous les prisonniers qui seront invités à écouter ou à voir la prestation. Ils ne seront pas tous invités ou ils ne veulent pas tous venir? Non, c'est interdit. C'est des questions de sécurité. Je vous donne une histoire que j'ai vécue puisque j'ai programmé Trust à Fleury-Mérogis. Le directeur m'appelle de Fleury, hein, moi j'ai rien demandé, il me donne rendez-vous. Il m'emmène dans Fleury, c'est immense, c'est hyper grand. Et puis je vois comme un stade, un champ de football. Moi je suis parti dans mon délire de faire un concert de Trust pour 6 000. Je lui dis, alors je vais faire monter la scène, de l'éclairage, je vais te faire un truc, ça va être canon, ok? Et puis je ferai venir une télé, on filme. Et là il me regarde, il me dit, mais Raymond, mais c'est impossible. Je dis, comment ça c'est impossible? Non mais je paye tout moi, t'inquiète pas. Ah non, non, viens, je vais te montrer, on va le faire. Il ouvre une petite salle, il me dit, bah voilà, on va le faire là. On va faire quoi là? C'est la petite salle de culte, on peut à peine y mettre 80 personnes. Et il me dit, mais c'est ça ou rien, moi je peux pas faire autrement. Seule une poignée de détenus, triés sur le volet, aura accès au concert prévu. Déçu de ne pouvoir offrir une prestation de Trust aux 6 000 détenus de la prison, Raymond organise tout de même l'événement, mais refuse d'y participer. À cette époque-là, le premier album est sorti, il a rencontré quand même un très 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 bon succès et on est un des groupes phares de l'époque. Hein. Et surtout, on est un groupe à caractère engagé et politique. Trust arrive au moment où le hard rock se développe. Et donc, du coup, Trust devient un peu le porte-parole de cette musique. En quoi le concert à Fleury-Mérogis de Trust est quelque chose d'important? Ça montre à quel point la culture, on peut aussi la faire dans les prisons. De ce point de vue-là, ils sont vraiment précurseurs. Le 25 janvier 1980, le groupe Trust se rend à la prison de Fleury-Mérogis, y donner un concert qui marquera sa carrière. On rencontre le directeur, évidemment, qui tout de suite nous fait un brief sur le fait qu'on ne va pas pouvoir jouer tout le répertoire qu'on aimerait jouer. Donc il nous dit tout de suite, Police Milice, vous ne jouez pas, ce morceau-là, vous ne le jouez pas, ce morceau-là, vous ne le jouez pas. On dit rien, on dit d'accord. Il y avait des matons, évidemment, qui étaient là pour surveiller, pour la sécurité, notre sécurité apparemment, et la sécurité des prisonniers aussi. On démarre notre concert. Évidemment, on ne respecte pas les consignes du directeur. On joue Police Milice, on joue les morceaux qu'on ne devait pas jouer. Et voilà, et ça se passe très bien. Ça se passe très 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 bien. On joue une petite heure, je crois. Et puis à la fin, donc, on peut rencontrer, discuter avec les prisonniers. On les autorise à nous parler. Et on peut échanger avec eux. Il y a des anecdotes comme quoi ils auraient monté davantage le son que ceux pour lesquels ils étaient autorisés. Et puis que du coup, toute la prison entendait le concert. Ce qui nous a marqué profondément aussi, c'est la sortie de prison. Parce que là, c'était un concert d'acclamations. C'est des bruits de casseroles au barreau, des acclamations incroyables. Et j'en avais eu des frissons à l'époque. Et d'ailleurs, quand j'en parle, ça me fait aussi encore des petits frissons parce que c'était très, 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 très fort. Bernie, Nono et Jeannot, ils se sont vraiment donnés. Ils jouent à fond. Ils jouent à fond et les mecs, c'est le délire. À la fin du concert, c'est vos gueules. Ils repartent à la queue leu dans le silence. Il y en a un dans la nuit, il s'est pendu. Tu vois, c'est pas de la faute de Trust. Il a pas supporté, peut-être, le fait d'être dans un moment de joie, de délire, de liberté, et puis de retourner en cellule tout seul. J'en sais rien. Mais maintenant, je fais attention à ça. Je fais attention à l'autre, quoi. Puis c'est ma foi. Pour l'accompagner dans sa foi, Raymond se rend souvent auprès de son ami Dominique et du père Christophe Bobla, son conseiller spirituel. En quelques phrases, il me rappelle mais si tu as un problème,
Pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Il m'aide à continuer à avancer et à avancer dans la bonne direction, telle que Dieu l'aurait voulu. Le parcours de Raymond, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'étonnant. Je suis sujet à l'admiration, à l'émerveillement de voir le cheminement de la grâce dans une âme. Ce qui me touche, c'est sa foi, sa confiance en Dieu, sa vertu d'espérance aussi, son abandon à la providence, et puis un cœur, un grand cœur. Lorsqu'à 40 ans, Raymond entre dans l'église, c'est pour lui la rencontre avec une nouvelle famille. Il entreprend alors les démarches pour effectuer sa communion et découvre sur le tard le sacrement de la confession. Je vais voir le prêtre, et c'est un grand, tout maigre, rouquin. Il me dit, tu veux faire ta communion? Réaction de Raymond, j'ai plein de pognon, j'ai une liasse de billets en rouleau. Je lui dis, c'est combien? Moi, je paye. Non, non. Donc je vais reprendre ma grosse bagnole américaine et il me dit, tu vas où? Tu veux te confesser? Mets-toi à genoux. Et je me mets à genoux. Pourquoi je me mets à genoux? Je sais pas. Et il va me confesser et je pleure, et je pleure. C'est rare parce que je pleure jamais. Des larmes, j'en ai plus. Mais là, je vais pleurer. Mais de bonheur. Ça dure longtemps. À ce moment-là, tu mets en place une régularité dans ta vie chrétienne. Tu vas à la messe tous les dimanches, tu vas recevoir les sacrements. Ah ouais. J'y vais la nuit. J'y vais le matin en courant. Parfois, je fais 2 messes dans la journée. Comme avec vous, je vais rencontrer des hommes et des femmes qui vont m'aider à rester calme, tranquille, fort. Ça confirme qu'on ne peut pas progresser tout seul. C'est impossible. Raymond n'est pas le seul rocker à avoir trouvé le chemin de la foi. Bien que tout semble opposer cette musique à la religion, les exemples de conversion au catholicisme ne manquent pas. Son ami Pierre Fabre, alias Pierrot Sapu, ex-chanteur du groupe punk Les Garçons Bouchés, a lui aussi connu ce jour où la vie prend un nouveau chemin. Super, t'es avec tes potes? Ouais, bah regarde. On peut écouter? Moi j'étais punk, donc ni Dieu ni maître, je l'ai dit plus d'une fois. Et puis un jour, quand tu es dans l'embrouille, tu es un peu paumé, ben, tu sais plus à qui parler. Et moi je me suis mis à parler au ciel alors que j'y croyais pas, quoi. Enfin, c'est ce que je disais. Et en fait, je me suis épanoui comme ça le jour où j'ai osé parler à ce personnage. J'adore le bon Dieu parce qu'il ne te coupe jamais la parole. Donc tu peux y aller, quoi. En fait, je pense que c'est un point commun qu'on a eu, une rencontre inattendue. Jamais ne changera les temps comme ça. Dieu est amour, donc il est, voilà, je ne pourrais même pas concevoir Dieu s'il n'était pas amour, quoi. Et je crois vraiment que l'amour, c'est un talent qui est donné à tout le monde. Qu'on croit ou non, qu'on se revendique ou non d'une appartenance religieuse, on a, tout être humain a une capacité d'aimer en lui. En général, quand on parle des musiques métal aux gens qui ne connaissent pas trop, ils ont du mal à comprendre que beaucoup d'artistes, même assez connus, soient convertis à la religion chrétienne. On peut penser à Dave Mustaine de Megadeth, on peut penser à Nico McBrain, le batteur du Iron Maiden, qui d'ailleurs a fait un tour dans le groupe Trust à l'époque du 3e album. Il y a aussi beaucoup de ponts, où il y a aussi beaucoup de liens entre le rock et la religion. Il y a le fait d'être investi dans une communauté musicale ou culturelle avec un ensemble de personnes avec qui on partage un mode de vie, on partage une perception du monde et on est parfois incompris des autres, de ceux qui ne font pas partie de cette communauté. Rock et religion font-ils bon ménage? Le père Robert Cullat
auteur spécialisé en musique métal, a étudié en immersion les rapports que cette musique entretient avec l'Église. Le rapport des églises avec le rock, puis le hard rock et le métal a été la plupart du temps conflictuel. C'est-à-dire ça a été des membres du clergé qui condamnaient clairement cette culture comme une culture diabolique, comme une culture mauvaise, comme une culture qui allait entraîner les jeunes vers la perdition en fait. Donc ça, c'est depuis Elvis Presley, mais ça a continué. Et l'un des sommets dans cette condamnation, ça a été le livre d'un prêtre canadien, le père Régimbal, et qui avait écrit un fameux livre qui s'appelait Rock'n'Roll, viol de la conscience par les messages subliminaux. Donc déjà quand on voit le titre, c'est pas la peine de lire le livre, on a compris où ça va aller. Voilà. Et donc moi, évidemment, j'ai voulu me situer dans une position totalement différente. Ce qui est intéressant dans cette culture métal, c'est que, contrairement à d'autres cultures musicales qui peuvent être beaucoup plus superficielles, voilà, je ne donne pas de nom, voilà, il y a, pour beaucoup de groupes, pas tous, mais souvent, il y a des références historiques, littéraires, religieuses, qui sont quand même très intéressantes. Donc finalement, c'est plutôt une musique, contrairement à ce qu'on peut penser, qui élargit l'esprit. Avec des textes engagés qui marquent l'esprit de son auditoire, Trust atteint en 1980 l'apogée de son succès. Une des caractéristiques de Trust, c'est qu'ils tapaient dans le mille pour leurs concerts. C'est-à-dire qu'au niveau du live, les gens qui les voyaient en live, pour eux, c'était un peu une révélation. Bernard, c'est un phénomène. Nono, c'est un phénomène. Ils ont la scène. J'étais à un colloque sur le punk et le heavy metal. J'évoquais brièvement ces questions et il y avait un prof d'anglais originaire de Grande-Bretagne qui me disait avoir vu Trust à ce concert où ils ouvraient pour Iron Maiden. Et en fait, il me disait mais je m'en rappellerai toute ma vie. Et c'est à tel point que Iron Maiden avait du mal à prendre la suite, tellement Trust avait retourné la salle. Et évidemment, après, toute la légende du groupe, c'est qu'ils auraient dû aller jouer aux États-Unis et ils ne sont jamais allés jouer aux États-Unis, voilà. En 1981, Trust sort l'album Marche ou crève, le dernier disque avec Raymond comme manager. Lors d'un concert à Nice, il est approché par un producteur américain qui a de grandes ambitions pour le groupe. Le mec, il est en face de moi, avec ses lunettes en écaille et tout. Il me dit, bah voilà, Raymond, moi je vous veux. Je vais faire de vous le plus grand groupe du monde. Bon, je lui dis, ouais, mais écoute, on a un contrat avec CBS. Il me dit, ça, je m'en occupe, moi. OK ? Je lui dis, tu t'en occupes. Moi, ça m'intéresse. Je ne veux qu'une chose, c'est prendre mon groupe pour l'emmener aux États-Unis. Et lui, il est en train de m'offrir ce que je veux, ce que j'aurais travaillé plus tard. Bon, je lui dis, ça va être très très difficile. Il me regarde, il sort son... Je lui dis, non, tu vas pas faire ça. Il sort son carnet de chèques et il commence à écrire. Je lui dis, non, arrête, tu sais... Si tu me donnes un chèque, je vais mettre beaucoup de zéros. Il me dit, tu mets ce que tu veux, mais après, je m'en occupe. Bon, je vais voir mes frères, les jeunes, et qu'est-ce qu'ils me disent ? Oh non, putain, puis tu sais, avec Alain Lévy, tu vois, quand même, CBS, machin. Je dis, mais on s'en fout de CBS, mais je m'en fous d'Alain Lévy. Ah ouais. Et là, je me rends compte qu'en réalité, ils n'ont pas l'esprit. Et ils sont contents de ce qu'ils ont. Je peux comprendre. Mais c'est fini. Il n'y aura pas de progression. C'est mort, c'est fini. OK ? Donc, je retourne à l'hôtel, je lui file le chèque en lui disant, écoute, je suis désolé, ça ne se fera pas. Et c'est vraiment une grosse erreur. Et la grosse erreur, ce n'est pas eux, c'est moi. J'aurais dû signer, j'aurais dû le faire. Toutes les choses auraient été différentes. C'est moi qui ai fait l'erreur.
C'est pas eux. C'est pas eux, c'est moi. J'ai fait 2-3 conneries comme ça dans ma vie que... C'est pas que je les regrette, mais je sais que c'est des conneries. De son propre chef, il a décidé de voguer sur d'autres vagues et d'autres aventures, quoi, et de vivre d'autres aventures. Et nos chemins se sont séparés à ce moment-là. Après son départ de Trust, Raymond continue encore 10 ans dans le monde du spectacle avant sa conversion au catholicisme. Il s'oriente alors vers des activités plus caritatives. Trust, pour moi, c'est tellement court dans ma vie. Trust, c'est 5 ans. Aujourd'hui, mes priorités, c'est Dieu, la Vierge Marie, ma femme, mes 3 enfants. Ce matin, Raymond part rendre visite à Benji, un détenu en fin de peine avec lequel il a créé des liens et qui bénéficie de 5 jours de permission. Quand tu rentres dans une prison, tu as 1001 façons de vivre la prison. Quand je rencontre quelqu'un, assez rapidement, j'ai une idée de qui il est. Benji, c'est quelqu'un d'ultra sensible. Il en a fait des très très grosses bêtises. Aujourd'hui, il les paye et il est d'accord pour les payer. Il suffisait qu'on lui parle. Et aujourd'hui, dans la prison, c'est une personne, une bonne personne qui s'occupe des autres. Zaza, Raymond, dès que vous soyez, profite pas trop. Hein, c'est mieux que ta petite cellule quand même. Et le coin est superbe. Eh ouais, on est bien là. Ça fait combien de temps que tu es de centre en centre? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Il te reste 2. Il me reste 2. Ouais, moins les RPS. Non, avec les RPS, je les ai comptés dedans. Ah bon? 2025, je suis dehors. Ah ouais, quand même. J'ai été élevé en tant que catholique, croyant. J'ai fait ma communion, le catéchisme, j'allais à l'église. J'ai cru toute ma vie jusqu'à un jour, j'ai eu 33 ans, il m'est arrivé un coup, je me suis retrouvé en prison. Moi, j'ai jugé que j'étais vraiment pour quelque chose que je n'avais pas à y être. J'ai recherché une main et je n'ai pas trouvé de main pour me soutenir, à part ma famille, quoi. Je veux dire, heureusement qu'ils étaient là, mais ça a été tellement dur cette année, une année de prison, et je suis sorti complètement déformé. J'ai perdu la foi, j'avais tout perdu. Et c'est ça qui m'a fait perdre pied, quoi. Et je me suis lancé dans quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai pas tué, j'ai pas violenté. J'ai volé de l'argent, j'ai fait des braquages, des brinks, des transporteurs de fonds. Tout ça, ça ne me faisait pas peur de le faire. Pour moi, c'était un challenge. Quand je suis rentré en 2012, il fallait que je mette toutes les choses à plat de ma vie parce que je savais que je partais au minimum, je passais 9 ans. Et j'ai tout mis à plat, j'ai parlé avec le bon Dieu. Et à travers tout ça, le bon Dieu m'a aidé pendant ces 11 ans à supporter tout ce que j'ai vécu, quoi. Dieu te donne l'épreuve. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quand Dieu donne l'épreuve, il donne la façon d'en sortir par le haut. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Ben, tu sortiras par le haut. Ouais. Un prisonnier qui rentre, il ne faut pas que ça soit le même qui sorte. Okay, il faut que ça soit quelqu'un de mieux. Mais là, c'est pas le cas ce qui se produit dans les prisons françaises. Tu rentres bien et tu ressors complètement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la première fois que je suis allé en prison. Une belle histoire. Quand j'ai rencontré l'aumônerie, j'ai rencontré un homme avant tout. Je n'ai pas rencontré un service, j'ai rencontré des humains qui étaient là, des hommes, des femmes. Et avec Raymond, c'est lui qui m'a donné mon chemin à suivre pour être bien au fond de moi, quoi. Vraiment, s'il n'était pas là, je ne serais peut-être pas là non plus. Hein. Toi, tu as eu la volonté de dire, non, ma vie, c'est le passé, maintenant ma vie, je vais la vivre, je vais la créer avec Dieu. T'en es déçu? Non. Ça a changé quoi pour toi? Ça a changé que je me sens libre aujourd'hui, de tout, même si je suis enfermé. Si Dieu est avec moi, si c'est que des grilles qu'il y a devant moi, mais je me sens libre de tout. Avant, je vivais dans le mensonge, dans plein de choses. Qu'en ayant retrouvé la foi, voilà, ça a été un soulagement pour moi. Tu vois? Le premier jour où je suis venu, j'ai parlé avec le bon Dieu. Moi, je te le dis, j'ai parlé avec le bon Dieu.
C'est bien, mais il n'y a pas de honte. Ouais. Tu vas sortir, tu es un autre homme. Mais en réalité, tu n'es pas un autre homme, tu es un homme. Merveille de Dieu. Ok? Ça, tu le gâcheras plus jamais. Non. Et tu as plein d'amour à donner. Hein? Toi, le gros caïd, le gangster. Eh bien oui, tu as des projets. J'espère que tu feras toujours partie de ma vie maintenant. Ah ouais. Oui, on aura des bons moments, mais on a déjà des bons moments. Et quand tu sortiras, je te dirai merci. Je te montrerai à quel point je te remercie. C'est moi qui dois te remercier. Non, c'est pas celui qui donne qu'on doit remercier, c'est celui qui fait donner à l'autre. Moi, tu me permets de dire à Dieu, bah, tu vois, je suis pas meilleur que les autres. C'est clair, mais ça. Raymond a vécu 1000 vies, connu 1000 aventures, dont la plus intense a été certainement pour lui celle de la foi. Aujourd'hui âgé de 70 ans, Raymond a une vie riche et encore 1000 projets devant lui. Moi j'ai tout vécu, y compris la rue, mais y compris le succès, y compris de gagner beaucoup d'argent. T'es le roi du monde. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ma foi, elle me transcende, elle me porte, elle me bonifie, mais il y a quand même l'ancien Raymond, c'est celui qui se met en colère à la mort de mes parents, sans savoir ce qui vient de se passer. En réalité, j'ai jugé le bon Dieu responsable alors que ça n'a rien à voir, puisque jamais il ne fait de mal. Et puis aujourd'hui, j'en rigole d'avoir voulu batailler avec lui. J'ai jamais été aussi heureux. Pourquoi? Parce que je suis libre. Aujourd'hui, Dieu il m'appelle, j'y vais en courant.